Salut, bienvenue à Quand le changement. C'est un nouveau balado qui est proposé par CIBL et qui va être animé par moi, Arnaud Perron-Bouchard. Ce balado-là, je le commence, c'est le premier épisode. J'espère que vous allez vraiment accrocher à ce concept-là que je travaille depuis quelques mois. Donc en fait, le concept, c'est qu'à chaque épisode, je vais recevoir un invité qui peut être de tous les milieux, vraiment autant artistique, professionnel, sportif, peu importe. Je vais essayer de couvrir un aspect le plus large possible de la société. Et à travers une conversation d'environ 1 heure, on parle de différents sujets qui sont orientés autour du parcours de la personne. On va parler un peu de son vécu, ce qu'elle a fait, mais avec un intérêt particulier à la notion de changement. Le changement peut être autant dans la vie personnelle de la personne que des souhaits pour la société, ce qu'elle souhaite un peu à faire pour faire évoluer le monde, autant dans sa vie personnelle que dans son milieu professionnel, que peu importe la sphère de sa vie qu'elle veut aborder des sujets. Donc, ça va être des conversations super intéressantes que j'ai bien hâte de vous présenter. Pour ce premier épisode-là, ça va être avec la rappeuse Calamine, qui est une rappeuse montréalaise d'adoption qui est née à Québec. Elle défend beaucoup d'enjeux de société, dont les enjeux queer, les enjeux féministes, elle parle beaucoup d'anticapitalisme et d'environnement. C'est une fille qui n'a pas peur de dire ses opinions, qui a des opinions tranchées, qui fait de la super bonne musique aussi. Donc, j'ai vraiment hâte de discuter avec elle et j'espère que vous allez apprécier cet épisode-là. Bonne écoute. Quel bon vent t'emmène, à quoi le changement mène, à quand le changement, à quand le changement. Calamine, comment ça va? Ça va, number one, toi. Vraiment content que tu sois ma première invitée. Tu casses la glace. On casse la glace. Pour ce nouveau podcast-là. Vraiment contente que tu sois avec moi aujourd'hui. Moi aussi. Je t'avais interviewé une couple de fois auparavant à la fin du rap, puis je trouvais ça intéressant d'apporter dans un autre contexte, peut-être un peu moins de parler de musique. On va parler encore quand même évidemment, mais sous un autre angle un petit peu. Fait que voilà. On s'en va un petit peu off-cam au début. Un gros début de semaine. Une performance à la disque, puis une chronique de Sophie Durocher. Ouais, je pense que ça allait venir ensemble. Là. Je m'attendais un peu que ma apparition à la disque me donne une visibilité qui puisse m'attirer peut-être des choses moins agréables. Ouais. Mais somme toute, je m'en suis bien tirée. C'était assez drôle. Qu'est-ce qu'elle a fait comme chronique à Cube Radio? C'est particulièrement drôle là, parce qu'elle lit mes paroles. C'est comme super drôle. Un cover de Calamine par Sophie Durocher, ça, je pensais pas que j'aurais entendu ça un jour. Puis elle a lu longtemps, là. C'est malade. C'est drôle de la voir lire, genre, ligne par ligne, puis essayer de décortiquer c'est quoi le sens même des son mots. article, la moitié de l'article, c'est mes paroles. Je suis comme, genre, c'est tellement une grosse visibilité, genre, thanks. Mais t'as-tu... c'est la première fois que Québécois parlait de toi? Ou que mettons, genre, Radio de Montréal ou peu importe, dans le sens... Je pense que oui. J'ai déjà eu une review d'album, genre, Okay. une review bien correcte, d'ailleurs, me semble, dans le journal de Montréal ou de Québec, je me souviens plus. Mais première... critique plus de nature philosophique, là, tu sais, pas musicale. Ben, en tout cas, non, je pense pas que c'est la musique qui a critique. Ouais. Mais j'ai été bien étonnée et je trouvais ça un peu étrange là, que sa première attaque, ça soit en mode genre le franglais, on comprend rien. Tu sais, c'est comme, il y a plus personne, ça attire plus la passion de personne, ce débat-là, je pense. Que non, c'est ça. Je trouvais ça drôle qu'elle m'attaque là-dessus, mais donc ça m'a pas trop heurté. Là. Puis, tu sais, par rapport à. Tu sais, on en parlait un peu avant aussi, on parlait de sa Nolin, comme quoi elle a eu beaucoup de critiques, puis ça a affecté beaucoup sa santé mentale. Toi, comme bien sûr, c'est ta première expérience dans le bain québécois, mais... Ça fait longtemps que je le dis, j'ai pas hâte qu'il me tombe dessus, tu sais, parce que tu sais, ça fait longtemps que je m'y attends, là, tu sais, puis le pire, c'est que cette tune-là, Lesbian Walk sur l'autotune, c'était quasiment un appât à Boomer, tu sais, dans le sens, c'était une tune qui se voulait une caricature de c'est quoi la pire figure pour les populistes de droite, c'est la Lesbian Walk sur l'autotune, fait que tu sais, je l'attendais, mais ça fait vraiment longtemps que je le dis à Kate Magané, genre, ils vont m'attendre au tournant, puis à un moment donné, ils vont me tomber dessus, puis ça sera pas nécessairement drôle, puis j'avais quand même peur, tu sais, de comment je réagirais. Puis là, je pense que j'y ai pas encore goûté pour vrai, mais je pense que si je vivais 1/10 de qu'est-ce que Safia Nolin a vécu, moi tout, j'aurais des enjeux de santé mentale, tu sais, je serais une grosse dep, c'est sûr, tu sais, c'est tellement...
sais, ils ont tellement des énormes tribunes, puis tu sais, quand ils se mettent en mode meute, genre tir groupé, c'est tellement violent, tu sais, puis c'est fucking drôle que sa deuxième critique, à part le franglais, c'était genre, tu dis fuck them au Bloc québécois, mais c'est comme genre, vous détruisez publiquement du monde tellement à tous les jours en tir groupé, genre vous vous acharnez sur des cibles, puis après ça, vous allez appeler à la censure le fait que je dis qu'un agresseur sexuel est un chef de parti, tu sais, c'est comme, me semble, si on peut pas faire ça en musique de base, on est dans marde en tant que société. C'est ça, tu sais, c'est comme porter un regard aussi à ce que ta job fait, veux pas, là, tu sais, comme les chroniques qu'il y a eu sur, je sais pas combien de temps, puis tu sais, c'est juste un bouc émissaire, un après l'autre, puis c'est comme, pendant 2 semaines, c'est cette personne-là qu'on bâche, ou cet enjeu-là qu'on bâche, c'était les trans il y a genre 1 mois, puis là, c'est rendu calamine. Complètement. En tout cas, le saut était facile. Ouais, c'est ça. On fallait s'y attendre. Puis, c'est ça, fait que t'as eu ces critiques-là, mais par rapport au gala de la disque, c'était ta première présence au gala de la disque? Première présence, ouais. Ça a été le fun C'était vraiment le fun, sérieusement. J'avais peur d'être terrorisée, tu sais, je me disais comme, je vais arriver la journée même, je vais battre triper. Mais finalement, j'étais super zen, puis ça me tentait, puis j'étais de bonne humeur. Fait que, tu sais, je suis contente au moins, tu sais, que... Ben, surtout que là, ça a attiré tellement de visibilité que là, il y a plein de monde qui sont allés voir qu'est-ce que j'ai fait à la 10. Je suis contente de pas m'être chiée. Je suis contente que ça ait bien été, mais ça a super bien été. Puis sérieux, tu sais, la communauté artistique est de mon bord, là, tu sais. Genre, puis c'est quand même... Puis là, c'est encore une autre occasion des chroniqueurs de droite de dire que Radio-Canada est woke, là, tu sais. Genre, je pense que le bundle pour eux était parfait de dire « Est-ce que gala de gang de woke? » Puis nanana. Fait que bon, ça leur fait une belle jambe. Mais dans tous les cas, moi, je suis vraiment... contente de sentir que j'ai la communauté artistique derrière moi, puis de me sentir super accueillie, puis franchement, ça c'est cool. Tu sais, pour ma perfo, j'étais pas stressée, j'étais comme genre, je performe devant des artistes, c'est cool que plein d'autres artistes, ceux qui savaient pas que j'existais, là, vont savoir que j'existe. Il y a plein de monde qui sont venus me voir après pour me dire genre, hey, je te connaissais pas, waouh, trop cool, puis je vais suivre qu'est-ce que tu fais. Fait que pour moi, c'est que du bon, là. Puis le bain médiatique du tapis rouge, c'est la première fois que tu vivais quelque chose d'une envergure comme ça? Ben, j'ai eu la chance d'avoir un sneak peek l'année passée, parce que j'étais allée au premier gala, j'avais accompagné Ariane Moffat, parce que la compile que j'ai fait une toune dessus de Ariane Moffat était en nomination. Fait que le premier gala, j'y étais, puis j'ai accompagné... mon ami Raph, dans le fond, qui est dans les Shirley, on allait juste assister au gros gala, dans le fond, parce que notre amie Lisande, qui est dans les Shirley, a joué sur le house band. Fait que j'étais sur place, sans participer au gala, mais donc, au moins, je savais qu'est-ce que ça avait de l'air, genre, le tapis rouge, c'est gros, là, tu sais. Fait que j'étais contente de savoir qu'est-ce que ça avait de l'air pour pas arriver puis d'être full impressionnée. Mais, tu sais, au final, c'est plein de monde que j'ai déjà vu, là, tu sais, j'ai passé le tapis, il y a Catherine Pogonade qui m'a arrêté, Élise Jeté, tu sais, croisé Philippe Fémieux, tu sais, c'est comme, genre, c'était quand même, une petite entrevue avec Claudine Prévost, c'était quand même casual, là, c'était relax. Les gens qui te parlaient, c'est du monde que déjà, t'es habitué de Radio-Canada, tu vas quand même souvent avec les journalistes qui étaient là puis qui te parlaient, tu connaissais déjà. Exact, c'était quand même c'était relax. Là. Mais j'étais quand même zen. Je pense que j'étais dans une bonne disposition astrologique, là, mais j'étais comme super relax, puis ça a vraiment bien été. Là. C'est cool. Puis en tant que tel, le gala, comment t'as trouvé ça? En tout cas, moi, personnellement, j'ai trouvé qu'ils ont mis une belle place pour le rap, là. Vraiment, ils ont souligné le 50e du rap, du hip-hop, c'est quand même une belle affaire. Le numéro était vraiment cool. C'est sérieusement, la seule chose, puis tu sais, je pense pas être la seule de la communauté artistique à dire ça, mais tu sais, il y a eu vraiment une célébration de l'ancienneté, là. Autant au premier gala qu'au deuxième, mais quand tu regardes toutes les récompenses, tu sais, le premier gala, c'était comme une joke, genre, il disait les nominations. Puis là, tu sais, avec Kate Maganon, on se regardait, puis on était comme, bon, ben, c'est qui a le plus d'ancienneté là-dedans? Ah, ben, tu sais, Richard Desjardins, Daniel Bélanger, Ginette Renault, Isabelle Boulay. Tu sais, c'était comme, c'est ça la culture qu'on veut, genre, c'est ça qu'on récompense. Tu sais, je veux dire, ils arrivent chez eux, ils pitchent leur Félix dans leur boîte à Félix, puis ils sont comme, nice, genre, mais tu sais, c'est pas le coup de pouce, tu sais, c'est pas une genre de consécration qu'ils ont besoin à ce point-là dans leur carrière, puis ça l'aide pas à faire fleurir la culture, je trouve, j'ai l'impression, là. J'ai vu un post d'Alain Berger disait que c'était comme son 32e, 31e Félix, j'étais comme, c'est cool, puis j'adore Daniel Bélanger. Mais tu sais qu'à chaque année, interprète de l'année féminine et masculine, c'est toujours les 4 ou 5 qui sont toujours nommés. Tout le temps. C'est un peu genre... Tu sais, je comprends que c'est un peu un vote de popularité, pas. Ça fait comme un peu perdre l'intérêt, genre, au gala, dans le sens où on le sait déjà que c'est les meilleurs. Fait qu'on a-tu besoin à chaque année de retourner au gala pour se faire dire que c'est eux autres qui vendent le plus, qui sont au top, puis qui sont le plus. C'est juste que c'est... On n'aime pas beaucoup la nouveauté, tu sais. Puis ce que j'ai trouvé gossant, c'est que
à vue de nez, on avait l'impression qu'il y avait de la diversité, tu sais, dans les nominations et tout, tu sais. On a l'impression qu'il y a un effort qui est fait. Il y a plus d'artistes autochtones, pas juste dans la catégorie autochtone. Il y a plus de femmes, plus de personnes de la relève, jeunes et tout. Mais ça donne comme l'impression que c'est une genre de diversité de façade. Parce qu'au final, on va pas gagner, là. Ça fait juste comme faire bien paraître le gala, alors que finalement, c'est comme on va regarder défiler les mêmes personnes qui gagnent à chaque année. Ça peut être triste. Peut-être qu'en mettant ces genres de nominations, éventuellement, les mentalités vont changer, puis ça va amener éventuellement... Tu sais, Kanen a gagné Révélation de l'année. Ah ouais. Ça t'a tu... C'est sûr qu'il n'y a pas d'animosité, mais ça t'a-tu un peu déçu de pas gagner ce... Ah, mais j'étais super contente que ça soit elle, honnêtement, parce que, tu sais, il y a une partie de moi super cynique qui se disait, coudonc, c'est-tu vraiment juste une guerre de gros labels, genre? Puis, tu sais, Francis de Grandpré, tu sais, puis il est super gentil, puis c'est cool qu'est-ce qu'il fait, mais lui, dans le fond, il a été connu à La Voix. Il y a comme un gros contrat québécois qui vient avec ça, c'est sûr. Fait que là, moi, je me disais, lui, il a un méchant gros label derrière, puis, tu sais, Jannick Fournier aussi, je pense qu'elle a un gros label derrière, il y a beaucoup de choses qui se passent autour d'elle. Fait que je me disais, ça serait plate que ça soit juste à cause de ça. Mais j'étais comme si... Moi, j'arrivais au gala, j'étais sûre que je gagnais pas. Là. J'avais même pas 1% de penser que j'allais gagner. Fait que j'étais pas déçue pantoute. Mais j'étais super contente que ça soit Kanen. Je me dis, surtout comme en dehors de la catégorie artiste autochtone. Parce que ça aussi, c'est une manière de dire, bon, on vous reconnaît, mais pas parmi les autres. Mais là, de dire que c'était elle parmi nous qui gagnait, moi, ça m'a fait super plaisir. Puis tu sais, moi, je passais juste après elle dans le spectacle. Fait que j'avais pas vu qu'est-ce qu'elle a fait sur scène. J'ai juste vu en répète. Mais je l'ai regardé après sa prestation. Était extraordinaire, là, elle a vraiment une présence, puis j'étais comme waouh, j'étais super contente pour elle, puis bien méritée pour elle. Là. Ouais, vraiment. Puis est-ce que on parle beaucoup un peu de la catégorisation à la disque, puis j'ai entendu parmi les banches, tu me confirmeras comment ça se passe, mais pour déposer un projet puis être nommé, comment ça marche, quoi le processus un peu pour Faut que tu payes. C'est ça. Faut que tu payes, puis ça c'est comme une grosse farce parce que genre, tu sais, normalement c'est les labels qui inscrivent le monde. Mais tu sais, nous, on est indépendants. Fait que déjà, il a comme fallu que je signe un genre de contrat bidon à Kate Magané, comme de quoi c'était mon producteur. Puis là, lui, en tant que producteur, il s'est inscrit comme membre à la disque, comme s'il était un label. Puis c'était la seule manière de déposer. Puis c'était déjà genre 400$. Puis après ça, il faut que tu payes comme 100 quelques piastres par catégorie. Oh my God. Puis après ça, juste le gala, mettons, moi, j'ai même pas un +1, là. Fait que là, lui, au premier gala, il a payé son billet, genre 150$. Puis deuxième gala, genre 300$, le fucking billet. Fait que là, juste pour aller faire figure de diversité à la disque, on est à un bill de genre 800$, là. C'est quand même décrissant. T'as quand même pas ton outfit. Ben non, c'est ça, là. Mais Charlotte Louis, Aponi qui dire, me l'a donné, fait que je m'en suis bien sortie. mais puis justement, t'es aussi nommé, je sais pas c'est quand les Gamics, là, mais t'es aussi été nommé au Gamic. Comment tu fais un peu cette dualité-là entre un gars-là qui est très populaire aux yeux du grand public, puis un autre qui est plus vers les artistes indépendants? Ben moi, je trouve ça malade parce qu'il y a tellement pas d'artistes indépendants à la disque qu'on est parmi les rares qui peuvent faire les deux. Parce que normalement, c'est comme t'es au Gamic, c'était indépendant, puis t'es à la disque, c'était un label, mais là, c'est comme... C'était déjà un peu miraculeux qu'on soit à la disque. Là. Je comprends qu'on a payé, mais en même temps, on a quand même été pris. C'est même la disque qui nous avait approchés en nous disant « Ah, ben votre album est dans le temps prescrit, on vous suggère de vous inscrire. » Fait que j'étais comme « Bon, ça regarde bien pour qu'on soit pris. » S'ils nous disent, on va l'essayer. Exact, c'est ça. Fait mais donc, tu sais, pour moi, c'est juste vraiment cool, c'est le double de visibilité, tu sais, puis les Gamics... Ben, en tout cas, des Gamics que j'ai déjà eu album hip-hop pour mon album Bulletproof, fait que je me dis, bon, j'ai peut-être plus de chance, là. Mais tu sais, honnêtement... tu sais, les récompenses, c'est cool, mais tu sais, je fais pas ça pour ça. Fait que moi, je trouve ça cool parce que les Gamics, je vais performer, genre. Fait que ça va être comme encore de la visibilité au sein de la communauté musicale, tu sais. Puis c'est surtout pour ça, puis pour rencontrer d'autres artistes, tu sais, c'est toujours un plaisir. Mais tu sais, c'est cool les tapes dans le dos, mais c'est pas nécessairement les prix de musique que je trouve la plus belle récompense. Tu sais, des fois, c'est plus des gens qui m'écrivent en DM, qui me disent genre, hey, tu sais, tel tune, ça m'a trop marqué. Moi, pour moi, je carbure à ça, là. Fait que, tu sais, les gars-là, bon. C'est tel que tel, là, mais genre, moi, j'ai pas hâte de me trouver mon beau outfit pour aller faire le tapis rouge, c'est pas ma cam, là. C'est ça. J'avais une question, je viens complètement d'oublier. J'ai un blanc. Pour un peu aller sur un autre sujet, tu as sorti un dernier projet dernièrement, Les Mots sur l'autotune. Très bon album, by the way. La dernière fois qu'on s'appelait, tu nous disais que tu travaillais sur un nouveau projet. Yes. T'en es rendu où par rapport à ça?
Ça va sortir début avril. OK. Ouais, on est en train de dropper des petits singles. Là. Il y a Double Bloody Ouais, Tequila c'est ça, ouais, Spicy qui vient de sortir. Puis là, début décembre, il y a une autre tune qui va dropper. Puis encore un autre single pour nous mener jusqu'en début avril où là, ça se passe un bon 15 tracks. Là. OK. Ouais. Puis la transition musicale, tu sais, t'es passé dans un show de plus saxophone un peu jazzy. Il y avait une petite évolution quand même, un peu plus différente sur le dernier projet. Là, vous allez vers quoi pour ce nouveau projet-là? Je pense que c'est un peu une synthèse des deux. C'est drôle parce que là, j'ai commencé à faire des beats. OK. Fait que la moitié de l'album, à peu près, c'est moi qui ai fait les beats. Puis il y a un peu des deux. Il y a des trucs un peu... il y a beaucoup de sax sur l'album, quand même, sur cet album-là. Un retour du ouais, sax. ouais, en OK, force. nice. Mais il y a aussi des trucs, tu sais, un peu club, dancey, tu sais, moins instru organique, là, tu sais, plus club et numérique, mettons, là. Mais honnêtement, quand j'ai commencé à bosser là-dessus, je pense que j'étais un peu dans un bout de dark. Fait que les textes, au début, étaient super dark. Puis j'avais commencé à travailler sur des beats vraiment dark. Puis là, à un moment donné, je me suis dit... ça va pas me tenter de faire ça en show. Là, on est sur une mauvaise piste. Puis finalement, j'ai repris plein de textes que j'ai mis sur des trucs vraiment plus good vibes. Quand même dancey, entraînant, upbeat, là, tu sais, genre des 100 BPM, là, un peu assez entraînant, des trucs comme ça. Fait que finalement, l'album est quand même assez dansant, good vibes et tout. Tu sais, c'est dur quand on est encore dedans. C'est ça. Je pense, tu sais, c'est comme... Là, je réécoute l'album Lesbiano sur l'autotune pour dire que j'ai plus des oreilles pour l'écouter objectivement. Mais on dirait que quand je suis dedans, je suis pas sûre exactement qu'est-ce que ça a de l'air, tu sais. Exactement, ouais. Puis c'est avec du recul que je vais plus m'en rendre compte. Mais honnêtement, je pense que ça va faire du bien dans le paysage rap parce qu'il y a pas beaucoup de rap happy. Tu sais, c'est super dark. Pas juste le trap, mais tu sais, en général, je trouve, là, on n'a pas beaucoup de trucs entraînants, tu sais, puis même si mes textes sont super politiques puis critiques, je me disais, tu sais, en plus, c'est comme écrasant, genre dark, on va pas avoir envie d'écouter ça, tu sais, moi, je veux vivre avec la musique, tu sais, quand je mets de la musique pour chiller, je veux que ça soit good vibes, tu sais, fait que là, je suis restée dans ce focus-là, puis c'est toujours l'objectif que j'ai avec mon album, tu sais, que tu fais plus au début, puis tu l'as joué jusqu'à la fin, puis tu skippes pas de tune, puis tu peux chiller, puis ça va être bon, pareil, même si t'es pas en train d'écouter les paroles, tu sais. Puis je pense que c'est pas mal mission accomplie pour cet album-là. Très cool. Puis ça fait longtemps que tu fais des beats, tu as commencé pour ce projet-là? J'ai toujours joué de la musique, puis tu sais, dans ma vie, j'ai déjà fait, tu sais, genre des bouts que je partais dans ma bulle, tu sais, après un gros break-up que j'avais le goût d'être enfermée pendant des semaines, j'ai déjà fait genre des albums complets de musique instrumentale, genre piano, guitare, avec des drums faits sur l'ordi, puis tout, juste parce que pour moi, c'est comme un jeu vidéo, je trouve, c'est une geekerie, j'adore composer, mais j'ai jamais rien fait avec ça. Puis ça a dormi pendant un bout, mais tu sais, moi, je gratte un peu la guitare et tout, je gosse du piano. Puis, tu sais, depuis le début de ma carrière de rap, j'ai pas full le temps de faire du beat parce que c'est comme j'écris les paroles, je travaille l'enregistrement, demande de bourse, entrevue, show, à un moment donné, j'étais pas capable de le squeezer dans l'horaire, mais là que je suis plus posée avec mes autres affaires, je suis plus en contrôle, j'ai comme trouvé du temps pour faire les beats aussi, tu sais. Puis j'aime vraiment... Puis tu sais, c'est pas... ça enlèverait à 4 maganés, tu sais, j'adore ces beats, mais j'avais comme le goût de me mettre les mains dedans, tu sais, ça me fait du bien, tu sais, j'étais rendue à un bout de ma vie que j'avais le goût d'avoir les mains dedans, puis ça a vraiment été nice, je suis très contente de m'être mis à ça. Sur le prochain projet, est-ce que c'est des beats juste de toi ou un peu de 4 mag, puis c'est comme entrelacé, genre comment ça structure un petit peu? C'est genre, c'est à peu près moitié-moitié, mais toutes les beats, on retravaille toujours ensemble. Tu sais, mettons des beats de Quête Magané, tu sais, je fais ma maquette dessus, puis après on est comme, on pourrait refaire des keys avec Arthur, qui est notre clavieriste en show, ou on rajoute des sax, ou des fois on fait des sessions juste ensemble en studio pour se dire, il manquerait, tu sais, genre un Moog qui fait ça, ou des affaires. Fait qu'on rejoue souvent dessus, puis pareil maintenant, pour mes beats, tu sais, il y en a que là, j'étais arrivée en studio avec, puis on s'est dit, il manquerait telle affaire. Fait qu'on fait vraiment la réal ensemble, tu sais, peu importe de qui le beat est, puis on remet des instrus. Fait qu'au final, ça clash pas vraiment, tu sais, parce qu'on a quand même des affinités musicales, tu sais, on va dans les mêmes avenues et tout. Fait que au final, je pense pas que à l'oreille, le monde va se dire, tu sais, les deux, on n'a pas comme une signature. Genre, tu sais, il y a des beatmakers, genre, t'entends le beat, t'es comme, ça, c'est un tel, c'est sûr. Ouais. Mais, tu sais, nous, on aime ça gosser de tout. Fait que je pense qu'on a réussi, au final, à blender ça, là.
Puis tu parlais des autres musiciens qui sont là. Il y a un saxophoniste et un claviériste. Exact. Est-ce qu'ils sont là depuis les débuts de Calamine, quand vous avez fait vos premiers projets, ou c'est plus venu par après puis en show? Depuis même le début de Petite Papa. OK. C'est les OGs. Pour Là. vrai? Ouais, depuis OK. le début, dans le fond, là, Val, c'est depuis le tout début. Même quand je commençais là, mes premières affaires de rap, que j'avais rien de release, on s'était rencontrés dans un événement, puis on s'était réécrit après, genre, hey, on devrait trop faire du beat ensemble. Puis quand j'ai commencé à faire des beats, je l'avais invité chez nous, rec du sax, dans ma première chambre de mon premier appart à Montréal, mini-chambre, on avait trop pas de place, puis j'ai recké son sax. Ça, c'était le début d'une longue collaboration, là. Genre, je venais juste d'arriver à Montréal. Puis... de fil en aiguille, on a formé Petite Papa pour... on voulait faire les francs ouvertes et tout. Puis là, vu qu'on faisait les francs ouvertes, on avait besoin de musiciennes live. Fait que c'est là que j'avais dit à Val, hey, t'embarques-tu? Puis Arthur, c'était un bon pote à Sam Fay. Fait qu'il dit, moi, j'ai un ami qui peut faire les keys, c'est sûr. Puis là, depuis le début, on s'est jamais lâché. Très cool. Petit Papa est né avant Calamine ou t'avais déjà un projet de sortie? Petit Papa a commencé avant. Ah ouais? Je savais pas ça. Exact. Puis comment ça fait? Ah, c'est pas vrai, j'avais fait un petit... 14, le petit EP, 20, le petit EP avant, ouais. OK. Puis comment ça fait ta rencontre avec Sam Fay, puis vous avez décidé de partir sur ce groupe-là? Vous avez fait aussi les Francouvertes cette année-là, me semble? Ouais, exact. Comment ça s'est passé un peu votre schématisation de ce projet-là? C'était vraiment random. C'est genre un ami commun que j'avais rencontré dans un party chez nous dans ma colocation, qui était pote avec Sam Fay, puis qui avait dit « Hey, moi, je connais une rappeuse qui commence, genre, tu devrais checker son shit, je pense que, tu sais, ça va être nice, qu'est-ce qu'elle va faire. » Puis Sam, il m'avait juste appelé, genre « Yo, tu veux-tu venir chiller au studio? » J'avais jamais rencontré et tout, je me suis pointée au studio avec son pote Nico dans le temps, qui mixait nos shit, qui faisait des beats. Puis on s'est juste fait une sèche de même, on a gossé une tune qui est jamais sorti là, avec un beat à Nico. Mais tu sais, on a trop vibé, genre c'était comme vraiment comme un déclic amical et musical là, en même temps. Là, on était trop sur le même vibe. Fait que tu sais, dès ce moment-là, on s'est mis à chill ensemble, à faire des beats, puis c'est venu comme... Puis en plus que Charles, dans le fond, Kate Magané, qui était mon coloc, faisait des beats aussi. Fait que là, Sam Fay venait à la maison, on chillait, on faisait des sessions, puis ça a pas été long que l'idée de faire un petit EP était sur la table, puis tu sais... Nous, on avait envie de faire de la musique, on avait envie que ça marche. Fait qu'on s'est dit, hey, on se met un deadline, on s'inscrit aux Francouvertes. Puis là, tu sais, on a fait toutes les tracks à l'arrache pour que ça soit prêt, monter un band à l'arrache. Là, c'était vraiment, là, ces chapeaux de roue, là, tu sais, comme quand on a fait ce show-là, là, c'était encore frais, là. Tu l'as fait l'année d'après, en tant que Calamine. Exact. Ton regard par rapport à cette expérience-là, puis aussi comme... Je me dis que tu t'es adapté un petit peu par rapport à la première édition jusqu'à la deuxième. C'était quoi les ajustements que tu as fait dans ton style ou dans ton delivery sur scène? Ben, j'ai pris plus d'assurance, c'est sûr. Puis aussi, tu sais, c'était quand même audacieux. En esti, Petite Papa, il n'y avait pas de backing track. Là. C'était full band avec un drummer. Puis ça court le risque aussi, mettons, qu'on ait 5 BPM de plus que la vraie tune, là, tu sais, mettons, là, parce qu'on est stressé en show, puis tout. Moi, j'ai souvenir, la première tune qu'on faisait, c'est elle qu'on avait demandé aux Francouvertes de filmer, c'était Boogie. Puis, je te jure, on est parti 5 BPM de plus, là, c'était comme... On était essoufflés, on a l'air pas bon, là, genre. Puis, tu sais, le drum, il était fort, fait que là, on s'entendait super mal, tu sais, c'était comme... C'était des premières expériences, là. C'est sûr qu'après, on est arrivé, tu sais, avec Calamine, déjà, bon, on avait des séquences, fait que déjà... Le drum mangeait moins le son, le BPM, on était sûr de notre shot. Fait que, tu sais, on était un peu plus sharp. Puis, mais tu sais, je me revois encore... je dis, j'ai un peu plus d'expérience, mais c'était encore vraiment mes tout débuts. Tu sais, entre les deux, j'avais pas full fait de show. Là, avec Petite Papa, on avait fait genre, tu sais, 2 shows, quelque chose de même. Là, on n'a pas fait des tonnes de shows. Mais c'était comme c'était le best move à faire, finalement, parce que là, ça faisait voir vraiment mon travail de Calamine. Ça a full débouché sur plein d'affaires. Fait que, tu sais, je suis trop contente de l'avoir fait, là. Puis y a-tu du nouveau stock avec Petit Papa qui s'en vient ou qui se cuisine en ce moment? Pas encore, non, Okay. Sam, mais il y a quand même plusieurs projets sur la planche, là, tu sais, il y a ces trucs avec Lionel Gros. Ouais. Puis il y a encore quelques affaires on the side du Sam Fay Material. Puis je pense qu'en même temps, il bosse sur du Detrack avec Sam Fay Material. Fait que tu sais, il est tout le temps un peu à gauche, à droite. Moi, je suis en train de wrap up mon album, mais tu sais, c'est sûr que là, ça commence à faire un temps. On va être dû pour un petit track, ça, c'est sûr. C'est là. ça. Parlant de vos projets, je sais que quand on s'était parlé la dernière fois, tu me disais qu'il y avait un projet avec les Shirley qui était en branle. C'est rendu où ce projet-là? Alors, on a maquetté des trucs vraiment nice, mais finalement, c'était comme trop ambitieux, le niveau workflow, genre
plein de projets séparément comme ça, d'essayer de se coordonner, ça a été vraiment rough, là. Fait que finalement, on a laissé ça sur la glace, mais il y a des maquettes qui existent, des tunes quand même fucking badass. Mais j'écarte pas l'idée, par exemple, tu sais, moi, c'est comme, mes premiers amours, c'est le rock. Moi, je joue de la grosse guitare électrique, tu sais, un bon fuzz, là, ça, c'est moi, là. Fait que, tu sais, c'est pas écarté du sujet que je ferais pas un genre de rap rock. Tu sais, il y a genre un EP sur le side qui a comme pas rapport puis que je me gâte. L'idée est vraiment encore au fond de ma tête. Ça, mais t'as commencé avec le rock en musique, c'est ça? Hein? Exact, ouais. Genre, comment t'as commencé? T'avais-tu une veine un peu artistique puis musicale dès que t'étais jeune? Ouais, moi, j'ai joué de la guitare depuis que je suis super jeune, depuis que j'ai genre... Tu sais, il y avait une guitare classique, une vieille guitare classique. Ma mère, elle en jouait jeune, mais tu sais, elle n'a jamais joué, mais ça traînait chez nous. Fait depuis l'âge de 8-9 ans, je gossais dessus. Ado, j'ai pris comme un petit cours de guitare pour connaître juste les bases, connaître les accords puis tout. Puis j'ai tout le temps été plutôt autodidacte, là. Genre, j'ai commencé à écrire des tunes à guitare. À un moment donné, je me suis acheté un keyboard pour apprendre le piano moi-même. Puis après, genre, j'avais des potes qui faisaient de la musique. J'ai appris moi-même à jouer du drum. J'ai eu au secondaire, j'avais un pote qui jouait du drum. On faisait des tunes ensemble, tu sais, genre des cochonneries, là, genre du Green Day, puis du Good Charlotte, là, des affaires de même. Puis plus tard, j'ai eu d'autres amis, drummers, des bands. C'était vraiment plus dans le rock. Ça a toujours été un peu comme mon sideline parce que moi, j'étudiais en arts visuels. La musique, c'était comme plus un hobby. Mais c'était toujours vraiment là. Tu sais, dès que j'avais 2 secondes de lousse, c'était la musique que je faisais. Puis, tu sais, jusqu'à tard, là, tu sais, juste avant que je parte de Québec, là, genre 2017-2018, j'avais encore un local, j'avais encore des bands de rock, puis j'écrivais des tunes un peu genre bluegrass rock, stoner rock, des trucs comme ça, genre. Fait que c'est encore vraiment frais, là. Je renie pas du tout ce côté-là de moi, là, ça m'intéresse encore. OK, il y a peut-être un projet... un peu mixé qui pourrait peut-être émerger maintenant. Vraiment, vraiment. Puis t'aimes ça aussi mêler des styles un peu, puis on voulait que ton palais échelonné un petit peu. Qu'est-ce que tu vas chercher dans ces collaborations-là musicales qui font un peu ressortir du cadre du rap? On a vu aussi son dernier projet, il y a comme beaucoup de chansons un petit peu qui sont intégrées dans des featuring un petit peu. Qu'est-ce que tu vas chercher dans cette mixitude de styles-là? Moi, j'aime l'idée, tu sais, qu'on fait de l'art comme de la recherche, tu sais, qu'on veut créer des nouveaux sons, qu'on va essayer des nouvelles affaires. Tu sais, pour moi, hybrider des choses, c'est trop intéressant. Tu sais, c'est le fun quand on est surpris. Tu sais, moi, j'aime ça entendre une tune que je suis comme « Oh shit, j'aurais jamais pensé à ça. » Tu sais, quelque chose qui va m'étonner. Puis tu sais, même des fois que je suis vraiment capable d'apprécier des trucs qui sont novateurs, même si c'est pas mon vibe, tu sais, des fois il y a des tunes que je trouve pas que j'écouterais pas nécessairement, mais que j'admire la créativité, tu sais. Puis moi, c'est vraiment une question de créativité à tout prix, tu sais, genre je veux pas faire des formules convenues. Je suis tout le temps en train de chercher des nouvelles manières de faire de la musique, tu sais. Moi, je veux comme une anti-recette, tu sais, je voudrais jamais avoir une recette puis déjà savoir ce qu'il faut que je fasse. J'aime vraiment mieux aller sur un sentier que je sais pas où est-ce que je vais atterrir, tu sais. Ça m'amuse bien plus. Là. Que de savoir exactement ce que tu vas faire. Ça surprend l'auditoire, là. Complètement. C'est fun c'est aussi comme t'écoutes un artiste que tu sais l'album va ressembler à quoi. Il y a de quoi moins le fun quand t'es un peu surpris à chaque fois. Exact. Ça amène de quoi, puis c'est plus fun aussi à écouter. Hein. Exact. Puis tu sais, je pense que j'ai quand même un fil conducteur thématiquement. Tu sais, je suis comme un peu genre en mode justice sociale et tout. Tu sais, les questions queer, les trucs comme ça. Je pense qu'il y a un bon filon déjà que... Tu sais, on sait que c'est du calamine, genre, les textes, tu sais, puis, tu sais, comment je rappe, tu sais, c'est un verse, là. Fait qu'au final, tu sais, l'album, il va quand même se tenir, même si, tu sais, j'ose aller d'un bord puis de l'autre, ça finit par marcher ensemble, puis c'est au moins, ça a le mérite d'être pas ennuyant, tu sais. Ouais. J'avais envie de parler de l'indépendance en musique, parce qu'il y en a pas tant au Québec, des artistes indépendants, puis qui connaissent un succès... c'est quand même rapide, quand même. Ça fait pas tant longtemps que tu fais du rap. Non, ça a été quand même vite, là. Ça a grimpé rapidement. C'est quoi les défis en tant qu'artiste indépendant depuis tes débuts, là? Le plus gros défi, les 2 plus gros défis, c'est de toucher les subs qui, normalement, passent juste par les labels, de trouver les manières d'aller y accéder en tant qu'artiste autonome. Puis c'est pas... sont pas toutes accessibles. Des fois, il faut que tu sois comme un producteur reconnu, puis là, il faut que tu te fasses incorporer, que tu aies un certain statut. Tu sais, là, il y a encore certaines choses qu'on n'a pas accès. Parce que là, Kate Magané, il a son statut de producteur, mais pour être reconnu comme une genre de structure de label, il y a certaines subs que tu peux pas toucher si t'es pas une structure de label. Okay. Mais on travaille là-dessus. Il faut que tu aies release, en tant que label, il faut que tu aies release comme, je pense, 3 ou 5 artistes différents, tant d'albums. Mais, tu sais, il a fait...
des albums de son pote Tim Gregg qui fait du country, il a fait ses tapes sous Quête Magané, il a fait les Petites Papas puis les Calamines, fait que là on est pas mal aussi, là. Coco Béliveau. Coco Béliveau aussi, exact. Okay. Fait que tu sais, au final, il y aura pas le choix, on n'aura pas le choix de jouer la game de la machine. D'être là, un label, mais exact. Pas un vrai label. Exact, c'est ça. Parce que sinon, tu sais, c'est juste con, là, tu pagailles dans le vide, là, c'est comme, tu sais, en plus, c'est genre, c'est de l'argent public qui va directement dans les labels, puis les labels, ils peuvent décider comment ils les réinvestissent, ils peuvent décider que c'est toutes les mêmes dudes qui vont ramasser la poche, là, tu sais, fait que c'est un peu fâchant pour ça. Puis l'autre affaire aussi qui est un bon chemin de croix quand t'es indépendant, c'est d'être capable de comprendre exactement le fonctionnement de toutes les redevances, les droits d'auteur, puis d'aller chercher tout le cash qui t'est dû. Tu sais, c'est super aride, c'est crissement pas user-friendly. Tu sais, il y a pas genre, tu vas pas sur Internet dire genre comment j'ai fait pour avoir mes droits, puis il y a pas genre un fichier explicatif qui va te dire simplement la procédure à faire parce que, tu sais, il y a encore une espèce de volonté que les labels aient la même mise. Fait qu'ils vont pas juste mettre le savoir disponible pour qu'on reste autonome, mais ça, c'est une autre vocation de Quête Magané. Il dit, tu sais, je vais faire... Parce qu'il dit, tout le monde qui me le demande, je veux leur dire, mais c'est juste fucking long d'expliquer 150 fois la même affaire. Ça. Fait qu'il dit, je vais faire des fucking capsules vidéo qui expliquent. Je suis comme, c'est génial, ça. Oui, parce que, tu sais, au final, tu le fais une fois, puis après ça, c'est toi qui cash in, puis t'as pas un éditeur qui prend 20% de toutes tes cotes sur tous tes revenus, là. Tu sais, c'est aussi que de plus en plus, la musique se démocratise. Beaucoup plus d'artistes vont être indépendants. Fait que ils vont avoir besoin de ces ressources-là. Puis, comme tu dis, c'est des trucs qui sont tellement pas accessibles ou. C'est aussi pas tous les artistes qui sont des businessmen ou women. Non, exact. Genre, toi, comment t'as navigué ça au début, apprendre ces rouages un peu plus techniques? Est-ce que t'as pris ça sur le tas? J'imagine que Charles t'a aidé aussi un peu dans ça. Si on l'avait pas fait en équipe, je serais pas là. C'était comme... Fallait vraiment qu'on soit deux pour partager la charge mentale. Puis ce qui est vraiment cool de notre team, c'est qu'on a vraiment des capacités complémentaires. Tu sais, Quête Magané, c'est pas quelqu'un qui trippe à faire du visuel ou, tu sais, genre, tout écrire les textes pour les communications, les affaires de même. C'est vraiment pas sa cam. Mais c'est vraiment un geek de genre... De percer les mystères de comment ça marche administrativement, comment aller chercher les subs puis tout. Et puis tu sais, même en ce moment, il fait des formations d'édition là, pour savoir comment ça marche puis tout. Puis ça, c'est tout à son honneur parce que moi, ça, c'est le côté que, tu sais, ça m'aurait pas tenté de faire ça, c'est sûr. Puis je comprends les artistes qui disent, tu sais, moi, ça me tente pas de faire ça, mais c'est juste que après, il y a quelque chose d'un peu opaque, genre dans des structures de label. Tu sais pas quelle quantité d'argent rentre, comment il est redistribué, puis tu sais pas c'est quoi le travail réel qui est effectué sur qu'est-ce que tu fais pour la cote qui va être prise sur les revenus. Tu sais, fait moi, c'est plus cette question-là de transparence. Tu sais, j'aime mieux que ça soit nous qui décident tout qu'est-ce qui se fait avec l'argent qui rentre, puis d'avoir le dernier mot sur comment on utilise mon travail, mon art, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec, puis comment qu'on le monétise. Tu sais, moi, ça m'intéresse pas de devenir un produit qui sert juste à être marchandisé puis à générer beaucoup de profit. Tu sais, moi, je veux pas que ma musique elle serve à une pub de char, tu sais, par principe, là. Carrément, puis il y a plein d'affaires comme ça, tu sais, que je me dis, je serais pas capable de laisser prendre la décision à quelqu'un d'autre, tu sais. Ça te permet aussi d'avoir une certaine mainmise sur toutes les décisions qui sont autour de ta musique. Exactement. Tu choisis tout, puis t'as pas de mauvaise surprise qu'un producteur ou un label fait une affaire que tu voulais pas nécessairement. Exactement, tu sais, puis on garde vraiment une petite équipe parce que, tu sais, au niveau des collaborations, il y a toujours des surprises quand tu travailles avec des nouvelles personnes et tout. Tu sais, tu peux pas être sur la même longueur d'onde avec tout le monde. Fait qu'au final, tu sais, je trouve que pour moi, ce qui fonctionne le plus, c'est d'avoir l'équipe la plus réduite possible, que c'est des personnes en qui j'ai confiance, que je sais qu'on pense pareil, puis ça fait moins de tête à décider, puis on est sûr qu'on partage les mêmes valeurs, puis qu'on fait pas ça pour l'argent, là, surtout. Puis, changeant un peu de sujet, t'es né à Québec, t'es venu à Montréal il y a quelques années, t'es là à Schlag, c'est quoi qui t'a charmé dans ce quartier-là, puis que t'as voulu un peu rester là, puis en faire ta maison, puis ton porte-étendard quasiment, là? J'étais arrivée là un peu par hasard, hein, c'était des amis qui m'avaient partagé cette annonce de colocation-là, qui finalement s'est adonnée être la colocation de Quête Magané, où je suis atterrie. Puis, honnêtement, je me suis trouvée vraiment comme un poisson dans l'eau dans ce quartier-là, qui a comme beaucoup de mixité, puis qui est assez humble. Il y a comme pas de prétention à Hochelag, je trouve, puis il y a comme une espèce de vivre et laisser vivre que je trouve vraiment le fun. Puis, tu sais, c'est pas... tu sais, il y a du monde qui me dit « mais c'est-tu comme du chauvinisme de dire que ton quartier est meilleur que les autres? » Mais c'est comme...
moi, je pense que je ferais ça aussi si j'habitais ailleurs, tu sais, dans le sens, je pense que je suis quelqu'un qui observe où j'habite, j'aime les gens, je suis intéressée à vivre en communauté. Moi, ça m'intéresse, là, tu sais, de vivre en communauté. Puis, cela dit, tu sais, à Hochelag, je me suis vraiment sentie dans une communauté où, tu sais, genre, je sais pas, j'ai un attachement au quartier, je trouve le mood est relax et tout, puis j'ai plein d'amis dans le quartier qui sont proches, tu sais, j'aime toute cette relation-là de proximité. Je sors pas beaucoup de Hochelag, tu sais, je vis ma vie vraiment dans le quartier, puis je suis super bien, mais... Tu sais, moi aussi, j'aspire à des choses simples. Fait que, tu sais, c'est pas dit que je serais pas dans un autre quartier puis je serais genre, ah, wow, tu sais, le Villeray, c'est super, là, tu sais, mais il y a quelque chose que je trouve intéressant de parler d'où je vis, tu sais. Moi, ça m'intéresse de faire ça, là. Puis il y a de quoi de quand même spécial parce que ta musique, je pense que même si, mettons, on savait pas d'où tu venais puis on faisait pas attention aux paroles, il y a quand même de quoi de Hochelag dans ta musique en tant que telle. Est-ce que c'est conscient ou genre c'est juste comme ta personne qui fait ça? Ben, tu sais, moi, j'écris genre... tu sais, genre en Bessic autour du bloc de chez nous, ou genre, j'écris quand je suis au Parc Morgan, j'écris quand je suis à la Place Valois, j'écris dans Hochelag. Fait que, tu sais, veux pas, je parle de ça, que je le veuille ou non, tu sais. Fait que je pense que ça transparaît, mais en même temps, tu sais, il y a de quoi aussi un peu de Limoilou, de Saint-Sauveur à Québec. Il y a de quoi des petits quartiers de tradition, quartiers ouvriers un peu modestes, tu sais, qui se retrouvent à beaucoup d'endroits. Tu sais, je pense qu'il y a cette espèce d'humilité-là de petits quartiers sans prétention qu'on peut retrouver ailleurs. Mais tu sais, je pense que juste comme je baigne là-dedans, je suis tout le temps en train de chiller dehors, je suis tout le temps en train de chiller au parc avec des gens du quartier. Puis aussi, d'une certaine manière aussi, moi, ma copine, elle travaille à Dopamine, là, qui est un organisme dans Hochelag. Fait que, tu sais, je pense que je suis un peu aussi au diapason du mood du quartier, là, tu sais, je veux dire, à la côtoie tout le monde qui vivent dans la rue à Hochelag, qui vivent des enjeux un peu plus difficiles. Puis, tu sais, Hochelag, ce qui est vraiment exceptionnel de ce quartier-là, c'est qu'il y a énormément de ressources. Puis c'est ce qui fait la grosse mixité sociale. Puis ce qui est terrible avec l'embourgeoisement, c'est que ça fait des méchants clashs. Parce que les gens, ils sont à Hochelag parce qu'il y a les ressources. Mais tu sais, avec les gens qui arrivent dans les condos puis qui demandent à la ville de faire enlever les bancs de parc en avant de chez eux parce que le monde, il trouve ça pas propre, que les personnes en situation d'itinérance dorment sur le banc. Ça, c'est vraiment trash. Mais en même temps, c'est beau, tu sais, que ce soit le dernier endroit que ces personnes-là puissent aller, tu sais. Puis je trouve que c'est des réalités qui sont vraiment intéressantes à côtoyer, tu sais. Ces personnes-là ont tout à nous apprendre sur le quartier. Ils sont là depuis 40 ans, ils sont dehors tout le temps, tu sais. Ils connaissent le hood, là. C'est ça. Ils connaissent les secrets, là. Puis de traiter de sujet, parce que c'est de la musique très montréalaise, autant dans les sons que dans les sujets. Est-ce que tu as rencontré une certaine difficulté à exploiter de la musique en dehors de Montréal ou des grands centres urbains? Honnêtement, pas tant. Ben, tu sais, je veux dire, je remplis pas des salles de 500 personnes en région, là, ça c'est certain. Mais, tu sais, je pense que partout, il y a du monde un peu gauche, du monde queer, du monde qui cherche plus de femmes dans les hip-hop. Tu sais, il y a de tout, là. Puis même des personnes pas queer, pas anticapitalistes, puis pas gauche, qui sont juste fucking down avec mon rap, puis qui se trouvent ça cool qu'il y ait une rappeuse, tu sais, qui a des bons flows, puis tout. Fait que je pense que ça rejoint ces personnes-là partout, tu sais, puis... j'ai pas senti de clash régional tant que ça, tu sais, au contraire, je pense que, tu sais, quand on va au fin fond de la Gaspésie, le monde queer qui sont là, ils sont crissement down, là, genre, ils ont fait 3 heures de route pour venir, puis ils sont vraiment down, là, tu sais, tandis que, genre, à Montréal, tu sais, des fois, mettons, je joue 3 fois par été, fait que le monde, ils vont pas, genre, avoir fait 1000 à genoux pour venir assister à ce show-là, ils capotent moins que des fois en région, tu sais, quand il y a justement moins d'offres de spectacles, moins de diversité, rarement des artistes queer, là, c'est sûr que la réception, tu sais, même s'il y a moins de monde, la réception est exceptionnelle. Ouais. Puis, on parle un peu avant, t'es né à Québec, là, maintenant t'es à Montréal. Comment tu compares un peu ces deux grandes villes-là pour quelqu'un qui a habité puis qui a un peu vu la vie de ces deux endroits-là? Moi, j'ai encore, tu sais, des super bons et bonnes potes, tu sais, qui restent au centre-ville de Québec, puis, tu sais, je vais souvent faire mon petit tour. Moi, j'ai vraiment aimé habiter au centre-ville de Québec, tu sais, il y a vraiment une petite communauté résistante qui est là, puis qui tient le fort, tu sais, mais... ça reste un cliché de le dire, mais il y a quand même un climat médiatique super toxique à Québec qui, malheureusement, tu sais, endoctrine un peu les gens des banlieues, puis c'est vrai qu'il y a une espèce de clivage. Tu sais, juste la géographie de Québec est fucked up. Tu sais, c'est un mini centre-ville
entouré de plein de banlieues qui convergent en auto matin et soir puis qui sont pris dans le trafic. Fait que, tu sais, il y a comme une espèce de rage, là, tu sais, puis on la comprend, là, l'espèce de folie, genre, du troisième lien, puis la rage contre les cyclistes, les voies réservées pour les autobus et tout, mais c'est parce que les gens, ils boivent de ça continuellement à la radio, puis tu sais, il y a pas de régulation qui se fait, là, il y a tellement de toxicité de commentateurs et commentatrices médiatiques, ça devient insupportable, puis ça se répercute partout. Tu sais, moi, j'ai souvenir de des manifs à Québec, là, la police, elle nous défonçait, là, tu sais, sérieusement, là, genre, tu sais, il y avait je me souviendrai toujours, la manifestation, c'était la Meute qui faisait une manif. Okay. Fait qu'il y avait énormément de gens qui étaient venus faire une contre-manif pour dire « Hey, tu sais, on va pas laisser une gang de racistes fucking militer au milieu de la ville. » Puis la police, c'est à nous qui ont pété la gueule. Ils nous ont évacués pour permettre à la gentille Meute de faire sa belle manifestation, là, tu sais, what the fuck. Ça, c'est le genre d'affaires qui me fait pas regretter Québec, malheureusement. Puis ça enlève rien aux personnes qui sont là puis qui se battent, là, encore, là, vraiment, là. Puis, tu sais, toutes les Catherine Dorion et compagnie qui sont là, là. Mais c'est difficile. Mais c'est ça, puis tu sais, dans ta musique, tu défends beaucoup de causes, t'es toujours là à militer. Est-ce que à force de militer puis voir les choses avancer très tranquillement ou pas avancer puis même reculer des fois, t'as-tu une forme de cynisme qui se développe ou t'as encore un peu cet espoir-là qui garde en vie la flamme? Je pense que c'est un perpétuel combat intérieur entre le cynisme puis l'espoir, mais je pense que j'ai besoin des deux, là. Tu sais, je pense que... Je sais pas, mon cynisme, il me permet de lâcher prise sur le fait qu'on gagne pas tout le temps, tu sais, puis que ça recule, mais en même temps... Si j'avais pas d'espoir, je ferais pas qu'est-ce que je fais, tu sais. Ou en tout cas, peut-être que ce que je fais me génère de l'espoir, ou je sais pas trop dans quel ordre ça s'articule, mais je pense que, tu sais, le fait de faire la musique que je fais me tient en vie, là, ça me garde active dans le combat, puis ça me fait me sentir... Tu sais, c'est surtout pour moi, genre, moi, je veux pas me sentir inutile face à tout qu'est-ce qui arrive, puis j'ai pas la prétention que je change le monde avec ce que je fais, je le fais principalement pour... Tu sais, pour moi, pour me donner des raisons de toujours m'informer, pour me... Tu sais, toujours essayer de être en combat perpétuel avec ce qui se passe. Puis t'es souvent invité à la radio, surtout à Radio-Canada, pour parler de ta musique, mais aussi de d'autres sujets qui est comme en lien avec ce que tu parles. Est-ce que tu y vas de plein cœur ou des fois, quand, mettons, t'es invité pour parler d'un sujet parce que t'es queer puis parce que t'es féministe, est-ce que t'as un peu ce rapport-là par rapport au sujet qu'on te demande de commenter? Il y a du monde que ça gosse, là, que je comprends, là, qui sont comme, tu sais, moi, je suis pas juste... Mais moi, ça me fait vraiment plaisir. Okay. Moi, j'aime ça... Tu sais, moi, je me considère comme une intellectuelle dans le sens où j'aime ça parler des affaires, j'aime ça réfléchir sur des enjeux. Fait que, tu sais, pour moi, ça fait autant partie de mon travail d'aller discuter de des enjeux. Moi, ça me fait super plaisir. Puis, tu sais, même... tu sais, je pense qu'il y a du monde que ça les fait chier de sentir qu'ils sont un peu des tokens, genre, tu sais, d'être utilisés... pour donner une impression de promouvoir la diversité, mais moi, je pense que mon approche, c'est comme, peu importe le micro que vous me donnez pour promouvoir la diversité, je vais le prendre, tu sais, peu importe les intentions des gens de diffuser ton discours, tu peux te servir de ton discours, puis ça va se rendre à certaines oreilles qui en ont besoin, tu sais, même des fois, tu sais, je sais pas, là, tu te ramasses sur des choses, tu dis, bon, il y avait juste besoin, je suis comme la personne queer de service, mais je me dis, le résultat, peu importe les raisons de faire ça, le résultat, il va être plus de visibilité pour les personnes queer. Fait que moi, ça m'embête pas. Je suis tout le temps vraiment down. C'est la manière de laquelle tu le fais, c'est ça qui est le résultat. Si t'es invité, puis t'es un peu à reculons, tu veux pas trop en parler, puis là, ça va avoir un effet négatif, peut-être, ou dépendant, mais là, t'arrives, puis tu défends ton sujet. Il y a un aspect qui t'en tient, puis des gens aussi vont peut-être apprendre sur ce sujet-là. Exact. Ouais, moi, je trouve ça toujours intéressant, là, d'aller discuter des trucs, ça m'embête jamais. Est-ce que tu vas un jour faire de la musique qui est pas engagée, ou qui est comme un peu plus futile dans si je peux qualifier ça comme ça? Je suis capable, là, mais j'en fais des fois, tu sais, mettons, avec les Sherlock, on avait fait une tune qui était super pop, puis c'était comme, l'idée était vraiment drôle, c'était comme Raph puis moi qui s'ostine qu'elle, elle veut me convaincre de sortir au bar, puis moi, je suis comme, à chaque fois, ça vire mal, puis on fait juste se répondre tout le long, puis on s'ostine. Fait que c'était comme vraiment pas politique du tout, puis c'était super nice. Puis, fait que, tu sais, je suis capable, puis ça m'amuse, mais je suis pas sûre que je ferais un album complet. Tu sais, dans le sens, je trouve ça trop important, tu sais, de réfléchir à notre condition humaine, puis de mettre quelque chose au monde
un peu servir ou qui va amener de la lumière ou qui va faire quelque chose. Puis, je suis pas sûre que je suis capable d'enlever cette partie-là de moi, honnêtement. Je suis curieux d'avoir ton opinion sur la question de la séparation de l'œuvre d'un artiste. Parce que c'est un enjeu qui est... On en parle beaucoup avec la vague de MeToo. Il y a beaucoup de noms qui sont sortis. Dernièrement, mettons, on pense à Taylor Swift ou à genre L'Homme Pâle, mettons. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Est-ce que tu penses qu'on peut faire une distinction ou c'est comme difficile de voir l'un sans l'autre? Moi, je pense pas qu'on peut séparer l'œuvre de l'artiste. Parce que c'est un privilège d'être diffusé, d'être entendu. Puis aussi, c'est quand même notre subjectivité qu'on met dans qu'est-ce qu'on fait, genre. Fait que... on peut pas, non, séparer parce que ça sera toujours bien tes mots que tu mets dans une œuvre, ta façon de voir le monde qui transparaît. Fait que si t'es quelqu'un qui agresse sexuellement des gens, je veux pas l'entendre, ta fucking tune d'amour ou whatever qui vient de ton cerveau et de ta manière de concevoir les choses. Moi, ça m'intéresse pas, tu sais. Je suis assez catégorique là-dessus. Je suis peut-être... je sais pas si je suis trop rigide, mais j'ai, tu sais, des films ou des affaires, puis je pense qu'il y a quelque chose... On n'arrive pas à faire la paix avec nous-mêmes parce qu'il y a tellement de grands chefs-d'œuvre, tu sais, qui ont été faits, mais... Non, moi, je suis comme... J'ai bien de la misère à séparer ces choses-là. Ou tu sais, des acteurs, genre, qui sont dans des films qu'on a tellement aimés, puis tout, puis là, c'est comme... Non, moi, je pense que... Je sais pas, tu sais, faut pas continuer à je sais pas, là, à investir de l'énergie là-dedans ou à donner du crédit ou du capital de sympathie aux personnes parce qu'ils ont fait des bonnes œuvres, tu sais. C'est glissant. Comme tu dis, je pense qu'il y a un aspect nostalgique un petit peu dans ça, que t'as aimé, mettons, avec la pointe, là. Puis ça a été ton aspect préféré pendant 20 ans, puis là, tu te rends parce qu'on n'est pas capable de le fait... gérer émotionnellement, là, mais, tu sais, il faut... En fait, c'est justement ce qui fait que on a autant de misère à accueillir les témoignages d'agressions sexuelles, c'est que on a de la misère à faire la paix avec l'idée que c'est des personnes normales et ordinaires qui commettent des agressions sexuelles. C'est tellement implanté dans la société qu'on se rend pas compte, mais tu sais, c'est de nos amis, c'est des membres de notre famille qui commettent des gestes irréparables. Puis on va jamais avancer si on n'est pas capable d'accepter que c'est dans toute nous, cette culture-là. On a tout un pourcentage de culture sexuelle problématique qu'on a toutes besoin d'adresser. Puis en continuant toujours de altériser ces choses-là, ben personne fait le travail qu'il faut faire pour anéantir la culture du viol, tu sais, c'est dans tout le monde. C'est dans les films qu'on écoute, c'est dans la musique qu'on écoute, c'est partout, tu sais. Fait que si on est toujours en train de se dire que c'est genre un dude dans une back alley dans le noir qui fait ça, non, c'est genre ton beau-frère, là, c'est genre l'ami de ton ami, c'est genre la personne que t'as pris une bière avec hier, là, tu sais, c'est ça qu'on a de la misère à se rendre compte, là. Ouais. Puis est-ce que c'est cette fibre militante ou cet aspect de sa manière de voir la société, est-ce que tu l'as depuis quand même longtemps ou c'est arrivé un petit peu plus avec ta manière de faire de l'art ou du rap ou comme as-tu vu un moment où c'est apparu ou c'est toujours été là? Ça a commencé quand même jeune, sérieusement. J'ai tout le temps eu un petit fond comme ça. Je me souviens quand j'étais au secondaire, j'avais un prof qui... Moi, j'aimais vraiment ça, les cours de français, j'adorais écrire. Puis j'avais un prof qui m'avait dit « Ah, tu devrais t'inscrire, il y a un concours de texte dans le journal Le Soleil. » Puis j'avais fucking écrit, et si c'était pas mon destin qui m'envoyait des signes, j'avais écrit un poème sur l'environnement en alexandrin. Oh my God, C'est okay. crissement pré-calamine, là. C'est crissement... C'était nul à chier, mais j'avais gagné. Okay. C'était quand même excellent. Fait que, tu sais, je me dis, ça remonte à loin quand même que j'essaye de comprendre ce qui se passe dans le monde, puis que je cherche la manière de bien exister ou de pas nuire, tu sais, d'une certaine manière. Ouais, ça fait longtemps, je pense, que je cherche cette place-là dans le monde. Là. T'as fait de l'art visuel avant, puis un peu de photo. Est-ce que t'avais aussi cette mentalité-là de un peu militer à travers ton art, même quand tu faisais pas du rap? Ouais, je questionnais beaucoup. Je faisais beaucoup de paysages, puis je questionnais un peu... C'était moins direct parce que c'était pas des mots nécessairement, mais je faisais beaucoup de paysages industriels puis d'affaires dégueu. Tu sais, j'aimais ça faire des photos
de paysages gris, laids, bétonnés, puis des trucs comme ça. Je réfléchissais beaucoup sur l'environnement, puis les environnements dans lesquels on vit, tu sais, qui sont tellement déshumanisés et tout. J'étais beaucoup dans cette réflexion-là. Je pense que c'est quelque chose qui se retrouve, tu sais, encore dans mes visuels, un peu dans mes clips et tout. Tu sais, finalement, il y a quand même une espèce de continuité. Mais c'était déjà, à ce moment-là, quelque chose qui me préoccupait. Mais je pense que ce qui m'a poussé à revenir vers la musique, c'était un peu cette idée-là que j'arrivais pas à tout dire dans une peinture. Tu sais, on dirait que là, j'arrivais à un point où j'avais besoin de mots là, pour aller plus loin dans ma réflexion. Fait que, tu sais, je suis plus retournée vers le texte après. Très intéressant. Tu as fait plusieurs shows quand même. Ça fait quand même 15 années que tu roules. Je suis curieux de savoir ta meilleure expérience de show puis ta pire expérience de show. Ah ouais, ça c'est bon. La meilleure expérience de show, la noce cet été. Ouais. Oh my god. Je suis jamais allé, mais ça a l'air incroyable. J'en avais tellement entendu parler en bien, la noce, puis on n'était jamais allé. Puis l'année dernière, j'avais dit à Kate Magané, je lance ça dans l'univers, mais l'année prochaine, j'aimerais trop ça aller à la noce. Puis on a été invités à y aller, puis on avait vraiment un bon spot dans l'horaire. On était comme l'after party. Okay. Puis c'était plein, là, des centaines de personnes, là, vraiment, tu sais, à 11h, 11h30, là, chaud patate, là. Fait que c'était vraiment capoté, là. Puis tu sais, vraiment une crowd, tu sais, qui crie des paroles et tout, là. Ça, c'était vraiment... ça a rechargé les batteries. C'était vraiment, vraiment plaisant. Puis un des plus arides, c'était à Métro. Okay. Genre 2h PM, plein soleil, qu'il y a juste du monde qui sont venus genre attendre dans la crowd pour genre le headliner à 10h le soir, qu'ils s'en calissent. Puis la crowd de Métro, c'est énormément anglo. Fait que déjà, ils comprenaient rien de qu'est-ce qu'on disait. Puis c'était vraiment aride, là. Honnêtement, il y avait genre une rangée de petits dos d'en avant, genre qui nous faisaient des pouces par en bas, là. Ah ouais, c'était super lourd. C'était fucking lourd. Puis là, c'était la première fois que ça nous arrivait, on s'en est tous reparlé après le show, on dirait que c'est la première fois que j'ai comme punch in, punch out, là. Mais là, je faisais mon chiffre. Puis c'est crissement drôle parce qu'à un moment donné, il y a une tune, il y a eu un fuck avec l'autotune. Puis l'autotune n'était pas sa bonne gamme, pas toute. Puis là, j'ai regardé Val, j'y ai fait un clin d'œil, j'ai dit essaye de jazzer là-dessus parce qu'elle a joué du sax. Puis j'ai dit, tu sais, en mode je m'en crisse, on l'a fait au complet avec pas la bonne note. Puis j'ai chanté toute la tune avec pas le bon autotune. Puis elle a joué le sax, puis elle capotait parce qu'elle était comme, est-ce que je suis le vocal ou je suis la backing track? Puis là, c'était crissement jazz, là, c'était n'importe quoi. J'étais genre, vous êtes aussi, vous allez faire votre chiffre. C'est ça, ben fait chier, checkez-moi bien. Puis il y a un aspect d'autodérision, autant dans tes spectacles que dans ta musique. Ça vient d'où un peu cet aspect-là de comme, tu sais, critiquer mais en même temps rire de toi-même un peu aussi? Honnêtement, moi, je suis quand même je suis quand même gênée. Okay. Genre, le côté brag du rap, ça me vient pas naturellement du tout. Fait que pour moi, c'était un peu une manière de faire contrepoids à l'esthétique du brag rap, tu sais, dans le sens, je suis capable de faire des bars un peu qui disent, bon, j'ai des skills, mais en même temps, j'ai la tournure facile pour me tourner en dérision, en mode, je trouve ça important de dire que je me prends pas au sérieux, tu sais. Puis moi, j'affectionne beaucoup les personnalités humbles, tu sais, puis qui ont l'humour un peu de l'autodérision. Moi, ça me fait beaucoup rire, tu sais, puis j'ai vraiment une proximité avec ça, fait que pour moi, ça allait un peu de soi que... Puis c'est vrai, là, tu sais, je me prends pas au sérieux, puis il y a toujours un petit fond de syndrome de l'imposteur, dans le sens où j'ai tellement pas vu beaucoup de rappeurs, tu sais, dans le sens où j'ai pas grandi avec 1 million d'exemples de rappeuses, surtout pas Keb, tu sais. Fait que je suis toujours en train de naviguer, tu sais, cette personnalité-là, humblement, là, tu sais, je trouve que c'est dur quand même pour une femme ou une personne de la diversité de genre de fronter, d'être à l'avant, de prendre la place. C'est pas quelque chose qui nous est naturellement inculqué. Je pense, moi, quand j'étais jeune, on m'a souvent dit, genre, hey, parle pas trop fort, dérange pas, nanana. Fait que, tu sais, pour moi, c'était vraiment pas quelque chose de naturel, de, genre, prendre la place, prendre l'espace du discours et tout. Fait qu'il y a toujours ce côté-là de vouloir le faire humblement, tu sais. Ouais. Ça a été quoi, parce que ça fait quand même 15 années que t'es dans le milieu du rap. C'était quoi la réception des autres rappeurs du milieu à ton arrivée, puis à un rap qui est quand même très différent de ce qu'on a entendu genre ever au Québec? Là. Honnêtement, moi, je m'attendais vraiment à plus de réticence que ça, tu sais, vu que c'est full féministe, mon truc. Puis tu sais, moi, j'avais l'impression de crissement critiquer la misogynie dans le game, puis j'avais
l'impression que les rappers allaient se sentir concernés, mais au final, non. Il y a personne qui pense que c'est eux qui sont misogynes. Fait que finalement, tout le monde est chill avec moi. Okay. Mais je pense aussi que c'est quelque chose qui a été longtemps attendu, qu'il y ait plus de rappeuses. Ouais. Il y en a de plus en plus, mais encore pas tant que ça. Là, ouais. C'est encore malheureusement vraiment minoritaire là, par rapport aux 1 million de fucking rappers que tu peux trouver au Québec. Fait que Puis je pense pas que c'est de la mauvaise foi des rappers, là. C'est juste c'est long que la culture évolue, c'est long que les gens aient envie d'en écouter. Il y a quelque chose qui est moins naturel, tu sais, au son, on est moins habitué, des voix de femmes, des propos différents, des trucs comme ça, on accorde moins de crédibilité. Fait que c'est pas les rappers qui jouent du coude pour empêcher les rappeuses de prendre leur place. Puis c'est ça que je me suis vraiment rendu compte, tu sais, au final, ils sont super accueillants, énormément de rappers qui m'ont écrit pour me dire « Hey, tu sais, grosse bars, bravo, lâche pas », puis ça fait du bien, je me sens full accueilli, c'est vraiment cool. Tu sais, ça a été long au Québec. Juste que le milieu du rap se développe en tant que tel. Là. Exact. Juste des hommes. Ça a été dur pour tout le monde. Ouais. C'est ça. Fait que tu sais, comme. Puis, bien évidemment que, genre, je veux, puis tout le monde veut qu'il y ait plus de femmes dans le milieu, mais tu sais, je pense que c'est une évolution petit à petit. Puis, tu sais, on en voit de plus en plus, là, des filles qui sortent, qui sont fortes, là. Qui n'ont pas, genre, l'espèce de petites excuses des gars que les rappeurs sont moins bonnes que les rappeurs, là. Non, genre, c'est ça, là, ça arrive. Là. Exact. Parce que c'est ça, et aussi, ça l'émerge, là. C'est normal que les premiers balbutiements de rappeurs, c'est pas encore genre là. Mais comme tu dis, ça enlève rien au fait que les rappeurs ils ont crissement frayé le chemin. Puis vraiment, chapeau à eux autres là, d'avoir parti de rien. Puis moi, je sais que je bénéficie du fait que la table était mise. Là, pour le hip-hop au Québec, je suis pas arrivée au milieu de rien. Puis c'est comme, j'étais pas à l'époque où le 8-3 fallait qu'il ait arrêté le gala de la disque pour dire, Chris, on peut avoir notre catégorie. Fait que, il y a un bout de chemin qui a été fait. Puis je sais que j'en bénéficie. Moi, je pense, je suis même chanceuse d'être arrivée à un moment où, justement, il y avait pas encore tant de rappeurs que ça. Ouais. Ça m'a quand même permis de me démarquer rapidement pour ça. Là, c'est ça, puis d'avoir une approche qu'on n'avait pas vu dans le rap avant. T'as été, comme si t'as été un peu pris par l'aile de Radio-Canada qui t'ont un peu comme vraiment amené à une certaine popularité. J'imagine que t'as été un peu surprise de cette reconnaissance-là puis cette apport-là au début de Radio-Canada. Vraiment, parce que, tu sais, on n'a pas fait ben de compromis au niveau du texte pour que ça soit Radio-Canada friendly. Tu sais, il y a plein de tunes encore aujourd'hui que je réécoute, je me dis, tu sais, c'est quand même hot que ça joue à Radio-Can, parce que, tu sais, ça reste... c'est pas vulgaire, tu sais, c'est juste que j'ai un franc-parler, puis j'aborde des enjeux quand même, tu sais, de front, là, genre, c'est pas, y a pas de gants blancs. Fait que c'est quand même vraiment cool que ça puisse être diffusé à la radio d'État. Moi, je trouve ça incroyable. Tu sais, même le gala de la disque, je trouve ça fou qu'il m'ait laissé faire cette tune-là. Là. Tu sais, c'est quand même... ça dit pas mal d'affaires rock'n'roll là, dans cette verse-là. Fait que je suis comme, tu sais, son game, là, puis je trouve ça cool d'avoir ce soutien-là. Là. Je me sens vraiment chanceuse. Ouais, ça a fait lever les poils des bas de Sophie Durocher. C'était sûr, là. Calamine, un immense merci d'être venue. Qu'est-ce que t'attends dans les prochains mois pour toi? Tu sais que ça va sur la musique un petit peu, t'as-tu des shows qui s'en viennent? Fait beaucoup de studios, puis là, je vais aller me promener un peu dans le coin de Charlevoix. Je fais le festif à l'école. Ah ouais, fait qu'on va aller dans les écoles avec Kate Magané. C'est quoi, c'est genre du mentorat un peu, petit atelier, des trucs comme ça, ouais. Ça fais-tu beaucoup d'ateliers dans les écoles un peu de même? J'en ai fait un peu éparse, plus à la carte, là, genre, on m'a demandé des fois, tu sais, au cégep, tu sais, mettons la semaine de la poésie ou des trucs comme ça. J'en ai fait quelques-uns. C'est quelque chose que quand j'aurai plus de temps, là, c'est sûr que quand je suis dans la compo, j'aime moins ça, m'éparpiller, on dirait j'aime ça être vraiment focus dans mes trucs, mais c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Ouais. Moi, je pense que le côté partager le knowledge, c'est vraiment mon truc, puis moi, j'aurais eu besoin de ça quand j'étais jeune, tu sais, je cravais ça, tu sais, des personnes qui viennent me dire « ça se peut te faire de l'or dans la vie, tu sais, ton message est important, t'as le droit d'exister, prends le crayon, puis écris ton histoire », tu sais, moi, j'aurais eu besoin de modèles pour venir me dire ça, fait que j'ai trop envie de redonner aussi dans ce sens-là. Là. Vraiment très nice. Ben, un gros merci, Calamine, d'être venue. Merci à toi. J'attends ton album avec impatience, puis j'ai bien hâte de voir ce que ça va faire par la suite. Ciao. Merci.